Le rendez-vous tech n'existerait pas sans le soutien de ses auditeurs puisque c'est le seul moyen de financement de l'émission. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Rémi Chédron, Edith Soulas, Ludovic Dandois, Papy et Frédéric Alfieri. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui font l'effort d'aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir cette émission qu'ils apprécient. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode où on va vous parler de sujets, je vais dire peut-être un petit peu inquiétants, je ne vais pas aller jusqu'à dire déprimants, mais on va vous parler du système de points sociaux, de classement social que va implémenter de plus en plus la Chine. On va vous parler de ce que veut dire l'article 13 de la loi sur le copyright, sur le droit d'auteur, qui devrait être voté bientôt en Europe pour YouTube notamment, qui fait un petit peu de bruit autour de ça. Vous avez peut-être vu des vidéos de vos YouTubeurs préférés qui ont été, on va dire, encouragés à parler de ce problème. Et puis on aura aussi d'autres sujets qu'on va évoquer. Mais le moment est venu de présenter mon co-animateur pour cet épisode. Et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Christophe Kamikas. Comment ça va, Christophe, aujourd'hui ? Eh bien, bonjour, ça va très très bien, merci. Toujours un plaisir de venir participer avec toi. Développeur, analyste, connaisseur de la chose tech, tu es la personne rêvée pour venir parler de tous ces sujets. Ça fait toujours plaisir. Oui, tu introduis toujours tes invités avec tant d'éloges. Ça fait plaisir de venir rien que pour ça, tu vois. Super, je suis content que tu aies accepté de partager ce moment avec nous. Et donc, on va se lancer avec nos deux sujets importants à retenir. Le premier étant cette évolution, on va dire, cette accélération dans les projets de surveillance du gouvernement chinois. Avec leur système de social rating, de social credit, qu'on peut traduire par système de classement, de notation sociale, qui avait déjà été testé dans différentes localités du pays il y a plusieurs mois, cette année, peut-être que ça a commencé même un petit peu plus tôt, mais l'accélération de l'implémentation a été annoncé cette semaine avec l'objectif de l'appliquer à l'ensemble des habitants de Beijing d'ici la fin de l'année 2020, donc d'ici 2 ans. Alors, rappelons un petit peu de quoi il s'agit. C'est un système qui surveille l'ensemble des habitants, en l'occurrence c'était d'une ville jusqu'à maintenant, c'est toujours d'une ville avec Beijing, mais ça va être une ville beaucoup plus large. Rappelons qu'il y a 22 millions d'habitants dans la ville de Beijing. Et donc, ça surveille les habitants avec un petit peu tous les moyens possibles, que ça soit physique avec des caméras, des capteurs, etc., de l'intelligence artificielle dans les moyens de surveillance, on va dire, traditionnels, mais aussi sur les réseaux, avec des identifications nécessaires pour chaque service que les habitants utilisent. Donc, ils surveillent tout ça. Il détermine des scores sociaux, enfin par personne, chacun a une sorte de chiffre de bonne citoyenneté qui lui est attribué. Et en fonction de ce chiffre, alors le chiffre descend et monte en fonction de ce qu'ils font. Ça peut être des choses comme des bonnes actions entre guillemets comme donner du sang, aller faire du volontariat, etc. Ça fait monter le chiffre. Ça descend et le chiffre descend quand on a un accident de voiture, quand on fait quand on essaye de corrompre un agent du gouvernement, etc., etc. Et en fonction de notre score, on a droit ou pas à différents bonus ou malus dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a déjà des millions de personnes qui se sont vues refuser l'achat d'un billet d'avion ou de train lors des premiers tests de ce système parce que leur score était trop bas. Il y a, et je me souviens plus de ce que sont les bonus, mais on imagine bien que ce sont des choses du même acabit, et on va pas dire
trivial, mais on pourrait. Euh, Il y a des donc, services, ils ont évoqué des services sociaux municipaux peut-être qui seraient dédiés à des personnes avec des très bonnes notes. par exemple, oui. Ouais. Donc, c'est pas une chose qui est nouvelle parce que la Chine avait déjà commencé à implémenter ce genre de choses, comme je le disais, mais j'ai l'impression que souvent dans la sphère, j'allais dire la sphère tech, mais c'est pas forcément le cas. C'est vraiment sur le net en général où les rumeurs et les surréactions sont assez faciles à partir, à voir partir. On a tendance à invoquer les noms de Orwell et de Black Mirror un petit peu à tout bout de champ. Là, on est vraiment dans une situation qui est orwellienne, Black Mirrorienne. On a cet épisode, pour ceux qui connaissent pas la série, un épisode assez connu où justement il y a plus ou moins un système où tout le monde se note les uns les autres et ça crée c'est un petit peu le pendant capitaliste du truc où en fonction des notes que chacun nous a données, c'est pas un gouvernement qui centralise le truc, mais les uns et les autres qui se notent les uns et les autres, et ben on a droit plus ou moins à des services ou pas, où on a droit à différents types de services de plus ou moins bonne qualité en fonction de notre score. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Et donc je le disais, j'ai l'impression que parfois les gens exagèrent en faisant ce type de comparaison. Là, on est en plein dedans, quoi. C'est même pas. J'ai tendance à être très neutre et très mesuré dans la manière dont je présente les choses, mais derrière cette façade de bonne tenue, je suis horrifié par ce truc. C'est clairement orwellien. Là, on est vraiment littéralement dans l'orwellien, quoi. Je sais même pas comment réagir tellement c'est terrifiant. Oui, c'est exactement ça, c'est ce que tu dis. En fait, et tu l'as bien dit, c'est l'argument que je voulais citer, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit dans Black Mirror, en fait, c'est l'implémentation capitaliste, et là, c'est carrément l'implémentation sur plutôt socialiste, du coup. Socialiste au sens marxiste du terme, c'est-à-dire communiste. Ouais. Et en fait, ils s'en cachent pas, hein. Ils le disent en fait au niveau du gouvernement chinois, c'est que c'est vraiment un moyen de parfaire ce qu'ils appellent l'économie socialiste de marché chez eux. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est les objectifs tels qu'ils l'annoncent, c'est surtout sur la sensibilisation à l'intégrité et à la crédibilité au sein de la société. Mais derrière se cache effectivement tout ce qui va être surveillance de masse, de masse, ouais, carrément, des populations et tout ça. Alors, c'est pas tout nouveau, hein, ça date de 2014, ils ont commencé depuis il y a bien longtemps. Et ils étaient déjà de la surveillance en fait, mais sans avoir une notation explicite. C'est-à-dire que j'ai vu, en fait, il y avait des personnes qui étaient refusées l'embarquement en avion sur des critères de notation qui étaient opaques et internes en fait au gouvernement. Sauf que là, ils vont l'étendre en fait beaucoup plus largement. Donc c'est pas tout à fait nouveau effectivement ce système de notation. Et il y a des systèmes de liste noire déjà. Enfin ça peut vraiment faire peur quand tu commences à creuser vraiment le sujet. En termes de données qui collectent d'une part, et puis surtout de comment se passe cette notation. Parce que sur quels critères, quels sont les poids, on va dire, attribués à chacune de ces notes-là, comment tu fais la moyenne, enfin c'est très opaque. Ouais, enfin, on l'évoque même pas parce que c'est d'une évidence aveuglante, les actions qui vont ensuite à l'encontre du gouvernement. Enfin, un truc comme la place Tiananmen, c'est pas possible avec ça. Je sais plus qui évoquait spécifiquement cet exemple, mais c'est pas possible. Tu sais qui communique avec qui, tu sais ce qu'ils disent, avant même que ça ne se transforme en un début de mouvement. Tu vas aller chercher les gens que tu as trouvés par les systèmes de surveillance et tu vas les sortir de la société. On va encore évoquer peut-être les conséquences et d'autres comparaisons avec nos systèmes occidentaux qui arrivent, enfin que les gens évoquent. Je pense pas forcément avec justesse, mais avant ça, est-ce que tu as, c'est très opaque comme système, mais est-ce que tu peux imaginer de quelle manière ces systèmes sont mis en place techniquement? Qu'est-ce que ça implique comme fonctionnement technique, tout cet appareil? Alors, tout ça, ça va effectivement se passer sur de la collecte de données.
Le donné, un sujet très sensible en ce moment, mais la Chine fait le choix d'aller en récupérer un maximum pour ce service-là. Donc ils vont agréger des données, donc que ce soit des données qu'ils peuvent avoir eux parce que c'est des services municipaux, en tout cas gouvernementaux auxquels tu accèdes. Donc je sais pas, ton abonnement au transport en commun, etc. Ton parking, tes amendes, tout ça c'est pris en compte, ces données qu'ils ont déjà, donc ils vont faire ce qu'on pourrait appeler une grosse base de données où ils vont cumuler tout ça, ou en tout cas pouvoir agréger tout ça. Et après il y a aussi la capacité à aller chercher des données dans des entreprises tierces ou privées. J'ai vu parler également de WeChat et de Alipay. Donc WeChat, c'est une plateforme en Chine qui est extrêmement utilisée, qui sert de messaging, mais pas que. C'est aussi une plateforme où tu peux tout faire dessus, acheter énormément de choses. Tu peux t'en servir pour payer, pour organiser des choses. Enfin, c'est phénoménal. Et en fait, tout passe là-dedans. Et après Alipay, donc qui est le Apple Pay de AliExpress, en fait, de Alibaba, du groupe Alibaba. Donc, s'ils arrivent à récupérer également ces données là-dessus, ils vont pouvoir, d'une part, créer des profils utilisateurs très précis. Alors, on peut faire le parallèle avec ce qu'on connaît de Facebook et Google en termes de profiling. Donc, ils collectent beaucoup de données sur nos habitudes, mais plus nos habitudes, on va dire, numériques. Dans les sites internet, on a parlé des cookies, etc. Bon, tout ça, ils récupèrent un petit peu nos habitudes et ils nous forment un profil. Mais là, il faut voir Oui, qu'avec la Chine, ils vont pouvoir mettre ça encore plus largement puisqu'ils vont pouvoir aller au-delà d'une seule plateforme en fait, y compris dans le physique. je rappelle à ceux qui suivent l'émission qu'on a un épisode spécial justement sur le profil. Alors c'était complètement comment dire, c'était pas voulu que ça coïncide avec ce sujet, mais c'était à la fin du mois dernier, pour l'épisode 269, on a parlé marketing et ciblage, et donc on a parlé pendant un épisode entier de la manière dont sont construits ces profils. Donc, allez écouter cet épisode 269, il est vraiment intéressant pour comprendre comment fonctionne tout ça, mais comme tu le dis, il y a bien d'autres choses qui sont incluses dans ces bases de données et dans ces profils construits par le gouvernement, on imagine. Et il faut signaler que toutes les sociétés occidentales qui veulent travailler en Chine, qui veulent avoir une présence en Chine, sont obligées d'avoir des serveurs en Chine. Et on se doute bien, même si c'est pas dit explicitement, que le gouvernement a accès à tous ces serveurs, et c'est même pas un secret. On le sait, même si c'est pas précisé. Le gouvernement a certainement accès à tous ces serveurs, et le chiffrement des données n'existe pas vraiment parce que le gouvernement doit avoir la clé pour déchiffrer tout ça à volonté. Et du coup, effectivement, on se retrouve avec un ensemble de données agrégées de plein de sources différentes. Et puis, quel poids ils mettent à quelles données, ça c'est une sauce interne qu'ils font, mais on se retrouve effectivement avec un score. Je sais pas, enfin, chacun peut tirer les conclusions qu'il veut de ce type de système. On pourra y revenir, mais il y a un autre truc qui est intéressant également, c'est cette idée à laquelle tu faisais plus ou moins allusion, donc l'idée que Facebook et Google ont un petit peu, et d'autres, ont un petit peu le même type de données sur nous, sur nous tous, hein, j'utilise Facebook et Google, je vous le confirme, mais d'une part, tu disais c'est un petit peu Black Mirror, enfin on disait Black Mirror c'est l'équivalent capitaliste du truc. Rappelons quand même que Black Mirror reste du fantasme, de la fiction, alors que là on est en plein dans la réalité. Mais il y a des gens qui disent quand même, ah mais regarde, Facebook c'est pareil, Google c'est pareil. C'est pareil dans le sens où ils récupèrent les données qu'on donne volontairement, et c'est ça qui alarme beaucoup de gens, mais je sais pas, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose parce que, enfin, c'est même pas du tout la même chose parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de crédit social, de système de crédit social qui est attaché à notre profil Facebook ou Google et on peut pas nous refuser l'entrée d'un restaurant parce qu'on a pas le bon profil sur Facebook. C'est un petit peu comme, je sais pas, chaque gouvernement a une armée, mais tous les gouvernements ne se servent pas de l'armée de la même manière. Donc c'est pas du tout comparable, quoi. C'est de l'alarmisme, justement. Là, on revient dans des situations où les gens invoquent Orwell et Black Mirror à tort. Mais peut-être que tu auras un avis différent sur le sujet.
Ah non, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je faisais le parallèle surtout sur l'aspect technique, hein. C'est-à-dire que techniquement derrière ils vont se baser sur les mêmes technologies, mais effectivement les usages, enfin les impacts qui vont en découler sont totalement différents. Il y a un organisme central qui va collecter et décider les impacts de ça. La Chine, ça sera le gouvernement, et ça n'a pas les mêmes impacts effectivement au niveau de la société. Après niveau technique, après la Chine, ils ont également un truc qui fait encore plus peur, on peut dire, c'est qu'ils ont un système de caméras publiques assez étendu, sur lesquels ils ont déjà des moyens. En fait, on a déjà vu en fait des actus comme ça où ils filment énormément de choses, notamment pour les accidents et tout ça. Mais ils sont capables, avec les technos actuels maintenant, de cibler des personnes, de reconnaître en fait Oui, de par faire de la reconnaissance reconnaissance d'image. faciale, tout à fait. Exactement. Donc ils vont te profiler également dans la rue. Donc tu jettes ton mégot par terre, et bien potentiellement ils vont être capables de Moins te 10 points sur ton... un malus, Ouais. exactement. Et, et donc là, on peut parler d'atteinte à la liberté individuelle, parce que ça va au-delà juste de collecter des données. C'est-à-dire qu'on va vraiment te surveiller tout le temps, dans le Bah, je crois physique, dans le que... numérique. Oui, je crois que la Chine, quand on parle du gouvernement chinois, les atteintes aux libertés individuelles, c'est pas un scoop non plus, mais effectivement, on est... Enfin, là, on est dans un... Il y a deux choses, c'est qu'on est dans une escalade absolument affolante de ce type de fonctionnement, et on a je sais plus quelle était ma deuxième chose, mais elle était très certainement très importante aussi. Pendant que j'essaye de m'en souvenir, je vais préciser quand même quelque chose à propos des profils qui existent aujourd'hui sur les différents services qu'on utilise en Occident. Euh, une des choses que pourraient dire les opposants à ce type de système, c'est que si un jour un gouvernement un petit peu plus liberticide arrivait au pouvoir, il serait facile pour eux d'aller exiger la réunion de toutes ces données, de tous ces profils pour implémenter le même type de système, plus ou moins sévère, plus ou moins comparable, dans n'importe quel pays au monde. Et oui, effectivement, là, je crois qu'on est... il faut pas se leurrer, c'est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui que avant l'invention de tous ces systèmes. Mais c'est presque un autre problème. Ou je sais pas, peut-être que c'est pas un autre problème. Mais la solution, je sais pas ce que ça serait. Il faut plus utiliser Facebook ou plus utiliser du tout tous ces systèmes. C'est pas envisageable, quoi. Je sais pas, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui, et c'est pas une question de fatalité, c'est le fait que pour tous les problèmes que pose Facebook, et qui sont réels, et Twitter et tous les autres, ils rendent aussi énormément de services. Euh, c'est un moyen de rester en contact avec plein de gens, c'est un moyen de se tenir informé. Enfin, le raccourci, on pourrait utiliser toutes ces données si jamais il y avait un gouvernement oppressif, et donc c'est la conclusion qui me dérange. Et donc, il faut quoi ? Il faut arrêter d'utiliser ces services ? C'est pas réaliste, soyons sérieux. Donc, je sais pas quoi en penser, mais c'est sûr que cette histoire de gouvernement... Le problème dans l'histoire, si je grossis un petit peu le trait, c'est pas la technologie, même si évidemment la technologie contribue au problème, mais le problème, c'est pas la technologie elle-même, le problème, c'est le gouvernement chinois. Et Et... si tu regardes un peu en arrière, tu as toujours eu ces problématiques-là d'évolution alors, du Bien progrès sûr. au sens très large. Donc là, on est dans les évolutions technologiques confrontées aux idéologies. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une idéologie, donc chinoise en l'occurrence, qui s'empare des moyens technologiques actuels et qui les utilise pour parfaire effectivement son idéologie. Et c'est là où il y a un problème, c'est-à-dire que qu'est-ce que t'en fais? C'est-à-dire que rejeter la technologie en disant bah, c'est la faute à la technologie, bah non, la technologie évolue, c'est le progrès, on l'a toujours vu, c'est plutôt comment on s'en sert derrière. Ça a toujours été ça. Tu peux faire un parallèle alors, qui est très souvent fait avec la bombe atomique, et en tout cas la découverte de tout ce qui va être nucléaire. C'était des progrès phénoménaux, mais toujours une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière, c'est l'usage. Là, on est vraiment Ouais, sur une mauvaise utilisation de la technologie. en même temps, je crois qu'il y a, encore une fois, c'est une métaphore, enfin une métaphore, une façon de dire les choses, une figure de style un petit peu passée, mais ou commune. Il y a quand même une étape qui est franchie parce que la surveillance a toujours existé. On peut penser les exemples récents comme ceux de la Stasi ou des gouvernements de l'Europe de l'Est de la deuxième moitié du siècle dernier. Il y avait déjà ce type de surveillance et c'était terrifiant et c'était tout ce que tu veux. Mais là, on est à une étape supplémentaire, c'est qu'il n'y a plus aucune chance
de faire quoi que ce soit. Ou, enfin, je sais pas comment c'est possible, quoi. Ils ont verrouillé tellement de trucs que... Et en plus de ça, il y a un autre élément qui est quand même... Je pense que il serait important de ne pas oublier, c'est le fait que la Chine, pour son attitude sociale répressive, a quand même une attitude économique ouverte, avec l'adoption de certains préceptes du capitalisme, qui permettent de faire progresser le pays et de sortir des énormes parties de sa population, de les sortir de la pauvreté. Alors, on n'a pas les mêmes échelles en Chine, quoi. Quand ils sont combien, 1,6 milliard, ils les sortent par dizaines de millions par an de la société agraire, je sais plus quel premier ministre chinois disait ça, mais il disait vous êtes gentils dans les pays occidentaux, mais je l'ai peut-être déjà évoqué il y a quelque temps, vous êtes gentils dans les pays occidentaux, mais vous avez des problèmes qui sont ridicules par rapport aux nôtres. Moi, je dois, l'année prochaine, créer, je ne sais plus quel était le chiffre exact, mais c'était de l'ordre de, je dois créer 25 ou 65 millions d'emplois. L'année prochaine, c'est pas, tu vois, sur les 10 prochaines années. Et le gouvernement... Et c'est peut-être deux problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est possible, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'échelle du gouvernement et du pays, d'un pays comme la Chine, sont pas comparables. Et il y a beaucoup de Chinois qui disent oui, on a des problèmes de vie privée, c'est vrai, mais d'une part, on n'attache pas autant d'importance à notre vie privée que vous, et d'autre part, mine de rien, on est quand même en train de faire progresser le pays à un rythme qui serait impossible, qui a jamais été connu, j'exagère peut-être, mais qui est difficile ailleurs dans l'histoire. Encore une fois, peut-être que c'est deux problèmes complètement séparés, mais c'est juste pour dire que c'est pas les mêmes problématiques qui se posent à eux et à nous, quoi. Ouais, alors effectivement, mais est-ce que l'échelle justifie tout en fait, hein? Est-ce qu'ils auraient pas pu y arriver sans cette démarche-là? Est-ce qu'ils auraient pas pu progresser autant, comme tu le dis, enfin, économiquement, socialement, etc. Enfin, socialement peut-être pas, mais économiquement en tout cas, aussi vite sans ce système-là? Ouais. Je crois qu'il nous faudrait peut-être un historien ou un économiste dans la discussion, effectivement, parce que je sais pas, est-ce qu'il faut que le gouvernement puisse prendre des décisions impopulaires et les asséner à la population sans que qui que ce soit ne bronche? Est-ce que c'est lié de cette manière? J'en sais rien. Bon, on a fait la remarque, peut-être qu'il faut qu'on se concentre sur l'aspect technologique qu'on maîtrise peut-être un peu plus. Mais oui, quoi qu'il en soit, c'est absolument terrifiant et c'est la réalité aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est pas ça pourrait arriver demain. C'est pas ça pourrait partir dans des directions inquiétantes. Non, c'est que ça arrive aujourd'hui de cette manière exactement et c'est horrifiant. Donc, je sais pas. Enfin, bon. Oui. Après, ouais. En même temps, tu vois, j'ai envie de dire, c'est pas à nous de décider comment les Chinois gèrent leur société. Et je crois qu'on serait très surpris d'apprendre à quel point les Chinois sont pas opposés à ce type de mesures. Mais en même temps, si un jour ils veulent s'opposer ou changer de système, bah c'est plus possible. Donc c'est pour ça que je parlais de cette étape franchie. Déjà trop tard. C'est déjà trop tard, hein, parce que déjà ils le disent eux-mêmes, ils ont l'habitude de ça, donc en fait ça les choque pas tant que ça, c'est culturel, on peut presque dire, depuis très longtemps. Et mais ce qui est intéressant, c'est pour nous effectivement avec nos petits yeux occidentaux de regarder ça en fait, et déjà de s'effrayer et puis de s'affoler, de se dire que ça nous permet aussi de faire gaffe à ce qui pourrait arriver également chez nous sur d'autres aspects, peut-être pas autant aussi à l'extrême, mais le moindre pas en fait peut nous faire penser que on risquerait d'avancer trop près de ce système-là. Ouais. Bon, bah écoute, parlons d'un autre sujet qui est inquiétant également, mais peut-être un petit peu plus emporté dans une tourmente médiatique, on va dire. C'est le cas du fameux article 13 de la nouvelle loi sur le droit d'auteur en Europe, qui a été... Alors, je ne connais pas les étapes précises administratives et légales de l'article et de la loi dans son ensemble. Elle a été approuvée par la commission, je crois, et c'est le Parlement qui doit voter dans quelques mois sur l'ensemble de la loi. Si je ne m'abuse, je suis désolé s'il y a des légistes qui vont me contredire, n'hésitez pas à venir le faire sur le blog de l'émission, l'article de l'émission. Mais quoi qu'il en soit, on vous a souvent parlé de cet article 11 et de l'article 13. Alors, pour rappel, c'est de l'article 13 qu'on parle aujourd'hui. L'article 13 dit que tous les services qui
acceptent du contenu créé par leurs utilisateurs doit a priori, c'est-à-dire avant la mise en ligne, filtrer les contenus qui enfreignent le droit d'auteur. Et c'est les grandes lignes de l'article. Ce qui veut dire que dans le cas d'un service comme YouTube, YouTube devrait analyser l'ensemble des vidéos qui sont uploadées sur leur service, qui le sont au rythme de, je sais plus combien, 400 000 heures par jour, je sais plus, ou 400 heures par minute, il y a un chiffre comme ça de ce type qui est effrayant, et donc décider desquels enfreignent le droit d'auteur et ne pas les mettre en ligne. Alors, on pourra revenir sur la différence que ça a avec les systèmes actuels, puisqu'ils ont déjà un système de filtre qui est en place, mais YouTube a lancé une offensive médiatique assez massive par l'intermédiaire de ses utilisateurs, c'est-à-dire de ces YouTubers. Ils ont envoyé aux YouTubers, et j'en ai moi-même reçu, parce qu'il se trouve que j'ai une toute petite chaîne YouTube qui me sert à mettre les émissions en audio uniquement, que vous écoutez peut-être d'ailleurs sur la chaîne YouTube en ce moment, mais je les ai reçus et c'était assez intéressant. C'était vraiment YouTube qui disait « Attention, demain votre chaîne pourrait disparaître, YouTube pourrait disparaître si cette loi passe parce que c'est la fin du monde, parce que c'est la fin des haricots pour les créateurs de contenu et pour les plateformes telles que nous. C'est pas tenable, c'est pas gérable et ça va peut-être demain détruire l'Internet en Europe. » Là, j'exagère à peine, je parlais d'exagération, mais c'est un petit peu ce qu'ils disent. Déjà, peut-être d'un point de vue technique, Christophe, est-ce que tu pourrais nous dire spécifiquement pour YouTube, puisque c'est d'eux qu'on parle aujourd'hui, et donc, oui, j'ai pas fini l'histoire, mais ils ont encouragé les créateurs de contenu à parler de ce problème, et on a vu fleurir sur la plateforme de nombreuses vidéos de créateurs de contenu qui disent, avec un ton plus ou moins alarmiste, ma chaîne pourrait disparaître, YouTube est en danger, l'article 13 menace la liberté d'expression, etc. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer concrètement quelle serait la différence entre le système tel qu'il existe aujourd'hui, le fameux système de Content ID qui filtre déjà les vidéos et qui les scanne pour voir s'il y a du contenu copyrighté, soumis au droit d'auteur, et le système tel qu'il serait a priori implémenté si cet article 13, si cette loi était votée? Alors techniquement, je connais pas précisément comment fonctionne YouTube derrière, mais on peut comprendre un petit peu, surtout quand on regarde un petit peu comment fonctionne le Content ID actuel. Donc le Content ID, c'est l'algorithme qu'a YouTube pour détecter dans une vidéo publiée qu'il y a un contenu qui a déjà été claim, on va dire, en tout cas réclamé, dont le droit d'auteur a été réclamé par attribué ou demandé et attribué. Voilà. Oui. Par un tiers. Donc en fait, ils analysent en fait la vidéo et ils font de l'analyse d'image. Donc on va encore parler de machine learning, d'intelligence artificielle, mais en tout cas ils vont analyser en fait les images et regarder que ça match, donc que c'est suffisamment proche d'une autre vidéo dont le droit d'auteur a été déjà attribué, donc qui a été publié par l'auteur original, on peut dire. Donc ils analysent ces vidéos-là et ils détectent de manière automatique, c'est le principe du Content ID, ces systèmes-là. Ce qui va changer avec l'article 13, c'est que, alors du coup, le statut de YouTube change et ils doivent effectivement faire ça a priori, donc avant la publication, pour autoriser ou pas la publication. Donc le premier problème, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils passent beaucoup plus de Content ID, de manière plus stricte également, et avant la publication des vidéos. Donc ça veut dire que la publication des vidéos va être encore plus retardée, ce qui est déjà des fois très long, notamment pour l'aspect encodage des vidéos et tout ça. Donc on va devoir repasser par-dessus toutes les vidéos. Mais après, ce qui va changer également, c'est que il faut qu'ils s'assurent que ça n'enfreint pas le droit d'auteur, mais au sens très large, c'est-à-dire que même sans qu'il y ait forcément déjà l'auteur qui soit venu s'identifier ou se signaler comme étant propriétaire, on va dire, de l'œuvre. Et alors ça, je sais pas comment ils vont le faire, parce que tous les contenus sont pas publiés sur YouTube, donc ils n'ont pas le contenu nécessaire pour leur permettre de détecter que c'est un contenu tiers, c'est un auteur qui a déjà le droit là-dessus, qui l'a pas publié. Oui, il y a excuse-moi, vas-y, finis, je continue après. Donc voilà. Donc après, au niveau de l'analyse, ça va rester, je pense, très très proche du Content ID, beaucoup plus difficile, beaucoup plus durci, on va dire. Donc similarité des images, similarité des vidéos et de l'audio également par rapport à ce qui est publié. Après, tout ce que tu vas pouvoir dire oralement, je pense pas qu'ils
Il y a les musiques également qui sont impactées. Enfin, Oui, ça va bien sûr, toucher bien sûr. tout ce qui est œuvre audiovisuelle en fait, hein, au sens Bah, large. c'est ça qui est essentiel en fait dans cet argument. Il y a ces deux points. D'une part, la responsabilité légale Mm. passe sur YouTube pour la détection a priori des contenus soumis aux droits d'auteur. Et comme tu le signalais, le gros problème là, c'est que comment est-ce que YouTube va savoir quel contenu est effectivement soumis aux droits d'auteur? Alors, les vidéos qui sont déjà uploadées sur YouTube, ils l'ont dans leur catalogue Content ID, mais ça veut dire qu'ils doivent savoir l'ensemble des contenus musicaux et audiovisuels du monde et qu'ils doivent les connaître et donc les détecter. Donc ça, c'est la première. Et si jamais ils ne le font pas, ce sont eux qui sont responsables pénalement de Mm. cette infraction aux droits d'auteur. Donc, comment dire, c'est quand même un petit peu problématique au niveau du concept déjà. Même si dans la pratique, je crois qu'on pourrait imaginer que ça va concerner principalement les gros producteurs de contenu, les sociétés c'est-à-dire qu'il faudrait que YouTube aille passer des accords avec tous les producteurs de contenu audiovisuel du monde pour les intégrer dans leur système. Ce qui, bon, soyons honnêtes, c'est pas forcément impossible. Ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Ça me paraît être une tâche un petit peu, comment dire, moi ça me paraît être trop à demander à une plateforme d'hébergement. Le système tel qu'il existe aujourd'hui ne me semble pas, me semble fonctionner. C'est ça qui me préoccupe le plus, c'est que le système aujourd'hui fonctionne. Quand on a une vidéo qui contrevient à un contenu protégé par le droit d'auteur, le propriétaire du contenu est en droit d'aller la réclamer, n'est-ce pas? Et cette responsabilité est du coup sur la personne qui a la propriété du contenu en question, la propriété du droit d'auteur du contenu en question. Je ne suis pas certain qu'il soit judicieux de mettre cette responsabilité sur YouTube et de le transformer en arbitre de ce système. Surtout, et là on arrive au deuxième point vraiment important de cette discussion, surtout étant donné les difficultés qu'on connaît déjà avec l'utilisation raisonnable du droit d'auteur. On parle souvent de fair use en anglais. Pardon, c'est tout ce qui est utilisation de contenu pour, par exemple, une critique de film ou l'illustration d'un sujet journalistique ou ce genre de choses. Tout ça, c'est du fair use. Et les machines sont évidemment pas vraiment capables de déterminer ce qui est du fair use ou pas. Et d'ailleurs, on veut même pas leur laisser. On veut pas leur laisser, en tout cas, peut-être qu'on pourrait les entraîner à le déterminer, mais on veut pas leur laisser cette décision. Et la manière dont fonctionne le Content ID aujourd'hui, c'est que quand on a même 3 secondes ou 10 secondes ou 6 secondes d'un contenu qui est protégé, eh bien, la vidéo peut être attribuée à la personne dont le contenu est utilisé, le fameux propriétaire du droit d'auteur. Et le problème, c'est que ça provoque des casse-têtes sans fin dont se plaignent, encore une fois, sans fin, les YouTubers, je pense avec raison. Parce que on donne le droit aux propriétaires du contenu de supprimer une vidéo d'une demi-heure s'il y a 10 secondes de leur contenu dans la vidéo. Et ça, c'est un problème qui se pose constamment, et qui est... Donc, c'est-à-dire que déjà, dans le système actuel, l'équilibre, le système est déséquilibré en faveur des propriétaires de droits d'auteur. Et je ne suis pas convaincu que le nouveau système arrange... Enfin, quelle est la situation à arranger, quoi? Je ne vois pas. Il n'y a pas de vol, il n'y a plus aujourd'hui énormément, il n'y a plus beaucoup de vols de contenu sur YouTube. Et, enfin, je ne sais pas, peut-être que tu pourras y voir plus clair, peut-être que c'est moi qui me suis fait aveugler par YouTube, mais... Non, alors effectivement, tu as raison dans le sens où ça déséquilibre un petit peu. Alors, si elle a été équilibrée, déjà la balance, en tout cas, entre les auteurs, enfin les propriétaires des droits et ceux qui les utilisent.
Et clairement, ça va favoriser les auteurs parce que du coup, ils auront plus rien à faire en fait, globalement. C'est-à-dire que là, on rejette tout sur YouTube et à lui de se débrouiller pour le faire. Avant, il y avait un certain équilibre où c'était les auteurs devaient venir se signaler, devaient signaler leur contenu et du coup, la plateforme après le gérer, on va dire le droit d'auteur quelque part. Là, clairement, Pardon, je précise, ouais. la plateforme gère les actions des propriétaires du droit d'auteur. C'est-à-dire Oui, que pardon. c'est le propriétaire du droit d'auteur qui peut dire « cette vidéo inclut de mon contenu, donc je vais m'attribuer la monétisation, je vais bloquer la vidéo ». Ils avaient le choix. Et donc YouTube fournissait les outils à tout le monde également pour contester. Et encore une fois, j'insiste, mais le système était vraiment déséquilibré en faveur des propriétaires, déjà. C'est-à-dire que si on voulait... On pourrait dire oui, mais du coup, vous n'avez qu'à pas utiliser du tout de contenu qui est du contenu créé par d'autres. On pourrait dire ça, mais le problème du fair use se pose de manière très préoccupante, vraiment. Mais alors, on est en plein dedans parce que nous à Studio Renegade et avant à Geekings, on est tombé en plein dedans et on a vu arriver la montée en charge du Content ID et on a clairement supprimé tous les contenus qu'on pouvait avoir qui allaient être soumis au Content ID. C'est-à-dire que même, tu vois, des bandes annonces de films ou des extraits de films sur lesquels on faisait une critique en fait, on a tout supprimé parce que c'était trop lourd à gérer pour nous et puis surtout on n'avait pas les moyens petite chaîne que nous sommes à venir réclamer le moindre truc. Et pourtant, il y a une législation là-dessus. Il y a le droit de courte citation, ça s'appelle du coup en français le fair use. Ça existe bien. Alors après, je comprends qu'il ne l'ait pas mis en place parce que c'est relativement flou. Comme beaucoup de lois, c'est-à-dire que tu n'as pas un cadre précis en disant la durée, c'est tant, tu peux pas citer plus de tant de fois le passage, etc. Il y a une jurisprudence en fait qui s'est formée autour de ça, mais il n'y a pas vraiment le cadre très précis qu'un robot dans le cadre du Content ID pourrait automatiser. Donc je comprends que ils aient pas implémenté ça, mais encore une fois, vu qu'ils font des choix en tant que plateforme, YouTube, ils pourraient très bien faire le choix de se dire, on autorise jusqu'à temps. Et puis voilà. Je pense qu'ils auraient c'est pour ça que c'est déséquilibré en faveur des propriétaires de droits d'auteur. Il n'y a pas d'équilibre du tout. Tout est pour faciliter la vie des propriétaires de droits d'auteur. Ce qu'ils étaient obligés de faire d'ailleurs, parce qu'au départ, il y avait des contenus qui étaient volés en permanence et monétisés sur d'autres chaînes. Donc ils ont été forcés d'implémenter ce système pour que les gens arrêtent de leur faire des procès, ce qui est normal, mais... Oui, après, c'est peut-être aussi dans la démarche de YouTube de faire patte douce, on va dire, pour que justement ces gens-là, ces propriétaires-là, arrivent plus facilement sur la plateforme, voire qu'ils négocient des contrats plus intéressants avec YouTube. On voit des films arriver de plus en plus sur YouTube, on voit des choses comme ça. Donc il y a peut-être derrière autre chose qui se passe. Et YouTube est en train en fait d'équilibrer, je pense, enfin de chercher à servir les deux mondes, c'est-à-dire à la fois les créateurs de contenus originaux ou les petits créateurs et les gros propriétaires d'œuvres, on va dire, pour venir publier également sur la plateforme. Donc ils ont du mal, je pense, à trouver l'équilibre entre les deux. Non, c'est sûr. Et peut-être que si... Alors, il faut effectivement être clair, YouTube a fait une offensive médiatique qui est clairement... qui tombe dans l'exagération patentée. Peut-être que l'idée est d'éveiller une conscience publique sur ce problème, qui est un problème. Ils ont d'ailleurs évoqué aussi le problème de l'article 11, vous vous en souviendrez, qui veut monétiser les contenus courts, c'est-à-dire même en théorie jusqu'aux URL, mais en tout cas les contenus, les petits extraits d'articles que Google utilise dans Google News par exemple ou ailleurs. Donc pour monétiser cette partie, donc Google devrait payer de l'argent aux journaux, aux sites de presse dont ils utilisent une ligne et demie de texte sur un long article, et ils ont dit, ils ont pointé du doigt ce qui s'est passé en Espagne, où le jour où l'Espagne a voulu implémenter ce système de rémunération, Google News a fermé. Bilan, le trafic vers les sites a chuté de manière dramatique, et donc ils ont été obligés de faire marche arrière. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, où tous les sites de presse ont passé des accords avec Google News pour donner une licence gratuite à Google pour utiliser. Donc en fait, ça a ajouté un niveau de complication administrative sans rien changer à la situation. Bref,
ils ont pointé du doigt ça aussi, mais dans l'article 13, peut-être qu'il y aurait une solution pour que le système puisse fonctionner. Peut-être qu'il faudrait, comme tu le suggérais, ou comme tu pointais ce problème, Christophe, préciser les utilisations acceptables de ce contenu, que ça soit le droit de courte citation ou d'autres, et les préciser de manière très claire, et les inclure dans cet article 13, mais là, on en arrive presque à une réforme du droit d'auteur. Bon, j'exagère un petit peu, mais on n'en est pas loin, quoi. Oh là là, il s'est mis à neiger tout à coup. T'as bien de la chance. Ah non, mais là, c'est affolant, quoi. Hier, il faisait beau, et là, tout à coup, c'est le... pardon, les nouvelles de la Finlande. Non, mais je regarde en dehors de ma... Tout à coup, je vois une sorte de tempête de neige. Et ma femme est partie à la ville. Et du coup, je ne sais pas si elle va pouvoir rentrer sur la route enneigée. Bref, je suis un petit peu inquiet. Pardon, excuse-moi. Bon, on conclut sur cette histoire. Vas-y. Ouais, le cadre légal, il existe quand même, malgré tout, sur le droit d'auteur et le droit de citation. Oui, mais pas suffisamment précisément pour que YouTube puisse l'implémenter. C'est clair. Non, c'est clair, mais après, ils pourraient faire le choix de justement choisir un cadre, quitte après à le soumettre ou le rectifier dans un cadre légal. Parce que, encore une fois, regarde à la télévision, etc., ils arrivent à le faire. Donc pourquoi pas sur YouTube. C'est sûr que YouTube aurait pu choisir de dire telle et telle utilisation correspond au droit de courte citation, et donc on va pas vous attribuer le droit sur cette vidéo. Ils auraient pu choisir de le faire, mais encore une preuve du déséquilibre en faveur des propriétaires, enfin de l'industrie culturelle, c'est qu'ils ont choisi de donner les pleins pouvoirs à ces propriétaires. Donc ils ont dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, eux, ils disent 1 seconde, 10 secondes, 1h30, on s'en fout, on bloque. Généralement, et c'est un gros problème pour les créateurs. Donc, bref. Et après, il y a la forme, juste pour finir là-dessus. Vas-y. Clairement, YouTube dans le lobbying qu'ils ont fait, ils ont fait passer sous le couvert de la défense de nos libertés leurs intérêts à eux, puisque c'est clairement, ils ont tout intérêt à pas gérer ça leur coûte beaucoup d'argent, tu l'as dit, beaucoup de démarches, beaucoup de réflexion. Et après, il y a un autre truc qui m'a fait marrer également, j'ai vu, c'est le hashtag Save Your Internet qu'ils ont utilisé. Je sais pas si tu l'as vu, c'est très proche en fait d'un autre slogan qui est utilisé par une plateforme d'activistes en fait qui défendent les libertés, qui s'appelle Save the Internet. Et tu sais pas si c'est vraiment fait exprès ou pas, mais en tout cas ils ont repris un petit peu le slogan à leur sauce, et on a l'impression que du coup ils veulent surfer sur cette vague-là de défense des libertés. Sous couvert de leurs intérêts, du coup ils rameutent toute cette population-là, et je trouve ça vraiment un peu malhonnête quand même de leur part. Ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est effectivement un peu, j'irai pas jusqu'à dire malhonnête, mais un peu facile. Ils ont essayé de faire énormément de bruit pour attirer l'attention des médias et des hommes et femmes politiques. Je crois que la critique qui dit mais ils essayent de d'énerver les gens pour éviter d'avoir beaucoup d'argent à payer. Il y a une part de vrai, mais il y a pas que ça. Je crois sincèrement que ça serait compliqué à implémenter. Ils pourraient implémenter une partie en payant beaucoup d'argent, en payant beaucoup de monde pour aller mettre en place tous ces systèmes. Ok, mais il y a aussi tout un problème de presque d'éthique qui voudrait qui transformerait ce problème où il faudrait choisir. Et c'est pas à YouTube de faire ses choix, c'est pas à Google de faire ses choix. C'est ça qui me... Je vois pas comment ils pourraient implémenter ces trucs-là sans nuire de manière significative à la création de contenu des petits, des indépendants, et je vois pas en quoi ça améliorerait la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tendance à ne pas me ranger du côté « oui, ils ont exagéré en faisant une énorme opération médiatique ». Je suis d'accord sur ce point, mais le fond de ce qu'ils disent, j'ai pas lu ou entendu d'analyse qui dirait que c'est pas juste, que c'est pas exact. Donc, parmi les gens qui comprennent tous ces sujets. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plutôt du côté... toujours cet article 13, moi, je le trouve pas judicieusement écrit, quoi. Et je le trouve dangereux, pour être parfaitement clair, je le trouve dangereux, problématique au moins problématique, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Bon, bah écoutez, on va faire une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs. On va parler de patreon.com/rdvtech. Vous connaissez ce système de financement qu'utilise l'émission. Patreon.com, c'est un système où vous pouvez aller créer un compte en 2 secondes montre en main. Non, bon, on va dire 1 minute montre en main. Et vous pouvez choisir de donner de l'argent au Rendez-vous Tech, de payer pour une émission qui vous plaît, de la même manière que vous payez votre café le matin ou votre bière en fin d'après-midi, ou vous payez votre magazine ou votre journal, ou vous payez un abonnement à tel ou tel service. Vous pouvez choisir de donner la somme que vous voulez. Vous choisissez $1, $2, $3 par épisode. C'est un service américain, donc c'est en dollars. Et vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. Donc si vous voulez donner $2 pour 3 épisodes par mois, vous pouvez. Si vous voulez donner $3 pour 2, etc., vous choisissez. Vous choisissez quand vous vous arrêtez, c'est-à-dire que si un matin vous vous réveillez, vous dites « Ah, le Rendez-vous Tech, c'est vraiment des imbéciles », eh ben, vous allez sur le service, vous interrompez votre abonnement et il n'y a pas de période, minimum d'abonnement. Donc c'est vraiment vous qui avez toutes les clés en main pour contrôler ce que vous faites, un petit peu comme les ayants droit sur YouTube. Vous pouvez décider que demain, Patrick n'a plus droit d'avoir votre argent. Et donc, c'est le système qui nous permet de faire cette émission, tout simplement. Sans ce système de rémunération, l'émission, je pense, aujourd'hui, n'existerait plus vraiment. Donc, bon, peut-être que je continuerai parce que je suis un passionné, mais peut-être pas de manière professionnelle. Et je voudrais vous lire le témoignage de The Pomme qui nous donne ces 3 raisons pour soutenir l'émission. Il nous dit « Après avoir découvert au bout de quelques épisodes qu'il ne s'agissait pas d'un simple salon où les gens discutent, mais d'un vrai travail de préparation et de digestion de l'information, qu'un vrai travail de préparation et de digestion de l'information était réalisé pour restituer le résultat sous une forme à la fois pertinente et plaisante, il m'a semblé naturel de rémunérer. » Effectivement, on essaye, ça fait peut-être qu'1 heure d'émission au bout du compte, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la préparation, sur l'analyse, sur la compréhension. On essaye d'avoir quand même un minimum d'expertise sur ces sujets pour essayer de les comprendre et de vous en restituer les parties intéressantes. The Pomme dit aussi « La régularité en faisait une émission comparable à celle que l'on peut entendre à la radio ou à la télévision, qui bénéficie aussi d'une source de rémunération. » C'est vrai qu'il y a une régularité importante et que j'essaye de vous fournir un travail sur lequel vous pouvez compter. Et c'est vrai aussi que nous, on n'a pas de subvention, je ne sais pas moi, du CNC ou de ce type, ou de l'État, ou de ce type de crédit, de taxes ou je ne sais quoi. Je suis même pas considéré comme un journaliste. Donc mes impôts, je les paye entièrement. Donc voilà, ça c'est les choses sont dites. Et enfin, le 3e élément que livre The Pomme, c'est l'objectivité liée à l'absence de sources de rémunération qui pourrait influencer au mieux, voire censurer, au pire, les contenus, fait partie des choses rares aujourd'hui qu'il me semble important de cultiver. Donc voilà les 3 raisons. C'est vrai que ces 3 points me semblent extrêmement importants et je suis très reconnaissant à The Pomme de les avoir mis en clair dans son commentaire. Donc, merci du fond du cœur à tous ceux qui font ce choix important, je crois, de soutenir le contenu qu'ils apprécient. Et ça me permet notamment de ne pas avoir à me reposer sur un nombre de vues pour avoir autant de pubs affichées que possible sur des plateformes comme YouTube ou comme on en voit ici et là. Donc, c'est grâce à vous que ce travail, j'espère, de qualité, peut vous être amené. Donc, si vous appréciez, patreon.com/rdvtech, c'est très simple, ça prend 2 minutes et c'est hyper important pour l'émission. Bon, on continue les news et les rumeurs avec un autre sujet hyper important au niveau financier. Un problème qui est en train de se poser dans certains pays, vraiment intéressant à prendre en compte. Les Suédois, cette année, n'ont utilisé que 10% de cash dans leurs transactions tout au cours de l'année et tout au cours de leur vie, en fait, pour l'année. C'est-à-dire que toutes leurs transactions se font de manière électronique par différents systèmes, hein, soit des apps, soit des cartes bleues, soit des cartes bleues sans contact, etc. Et il n'y a que 10% de cash qui sert à faire les transactions aujourd'hui. En Finlande, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose. Moi, quand je suis en Finlande, je n'ai jamais d'argent liquide sur moi, jamais. Ça me sert à rien, c'est inutile, je peux payer tout par carte bleue et c'est ça qui fonctionne dans toute la société. Et du coup, le gouvernement et les organismes officiels ont mis un frein
à cette tendance qui s'accélère, puisqu'en 2010, il y avait encore 40% des transactions qui étaient effectuées en cash en Suède. Donc on est passé de 40% en 2010 à 10% cette année, en 2018. Et ils ont essayé de dire, oula, bon, faut qu'on se calme, il faut qu'on arrête d'accélérer la dématérialisation des paiements, parce qu'il faut qu'on voit un petit peu ce qui se passe sur le long terme si on n'a plus de liquide dans la société. Et c'est vrai que c'est un problème absolument essentiel. Si jamais on est dans une société où l'argent liquide n'existe plus, qu'est-ce qui se passe si les systèmes de paiement se sont victimes d'une attaque d'un autre pays, par exemple, ou d'une attaque terroriste? Qu'est-ce qui se passe si les systèmes de communication tombent? Si on a un conflit armé qui rend ces communications difficiles? C'est un vrai problème absolument énorme. Ce qui ne veut pas dire, à mon sens, qu'il faut absolument arrêter la dématérialisation des paiements, mais qu'il faut au moins prendre le temps d'y réfléchir et d'avoir des solutions en cas de problème, quoi. Et c'était un vrai souci intéressant qui se pose aujourd'hui, j'allais dire qui s'est posé, mais qui se pose aujourd'hui aux pays dont les infrastructures s'améliorent de cette manière. Ouais. Après, je peux comprendre que la Suède, ils payent pas beaucoup avec des pièces. C'est difficile d'attraper les pièces avec des gros gants au fond de la poche pour payer ta baguette. Mais alors, plus sérieusement, tu sais, en temps de guerre ou en temps extrême, on en revient au bon vieux troc. Hein, en général, même la monnaie, qu'elle soit matérielle, est dévaluée ou c'est très difficile à suivre. Donc, si on regarde ce qui s'était passé dans les dernières guerres mondiales, on était revenu au troc sur des principes comme ça. Mais bon, tout va bien alors. Continuons. Non, mais je crois que tu parles de contexte extrême. Je crois qu'il y a des situations intermédiaires où ça pourrait être problématique. Oui, peut-être, mais on les a encore jamais rencontrés. Ça s'est jamais réellement produit. Donc, est-ce que c'est de là à freiner tout ça? Enfin, moi, très clairement, sur mon usage, je serais très volontaire aussi à passer entièrement en dématérialisé. Mais il y a encore des enjeux. Il y a encore beaucoup de petits commerçants qui acceptent pas les paiements en dessous d'un certain seuil. Tu vois, oui, en France, minimum... oui. On a 10 à 15 oui. euros, mais dans les pays du Nord, tu payes 3 euros avec ta carte bleue sans problème. Eh bien, j'en rêve, ça serait bien. Bon, un autre truc dont on peut rêver, c'est la fin des mots de passe. Et en l'occurrence, il y a un système qui s'appelle FIDO2. Alors, c'est un organisme qui organise justement des systèmes de sécurité. Et Microsoft a implémenté ce système standardisé FIDO2 qui utilise des clés de sécurité dans Windows. Donc, Microsoft l'a implémenté dans Windows 10. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ce système qui n'utilise plus ni mot de passe, ni nom d'utilisateur? C'est le rêve, quoi. Comment ça marche? Tout à fait. Alors déjà, FIDO, donc FIDO2, c'est l'évolution de FIDO, hein, dans la logique. C'est Fast Identity Online. Donc ça veut tout dire en fait, c'est t'identifier rapidement en ligne sur Internet. Donc c'est un standard déjà, hein, c'est un standard d'authentification qui est ouvert. Et en fait, Microsoft fait partie de ce consortium-là qui implémente, qui définit et qui implémente également ce standard-là. Alors d'un point de vue technique, comment ça se passe? C'est de l'authentification forte. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir. En fait, quand tu vas donner les informations pour t'identifier, tu vas pas donner tous les moyens à la plateforme pour être capable d'utiliser ces moyens-là pour s'authentifier ailleurs. Voilà. Pour la faire courte, donc il y a un système en cryptographie qu'on connaît beaucoup qui s'appelle les clés privées, clés publiques. Donc tu partages en fait ta clé publique, hein, évidemment comme elle s'appelle, et toi tu conserves uniquement dans ton coin ta clé privée. Donc là ça va être en l'occurrence une clé privée qui va être stockée physiquement dans un device, potentiellement une clé USB également. Alors je la simplifie volontairement. Oui, vas-y parce que tu m'as déjà perdu là. Et en fait, tu vas juste, tu fournis en face ta photo et tu en quelque part ta clé publique et tu vas juste en fait démontrer que c'est bien toi le propriétaire derrière avec cet identifiant là. Voilà, donc pour la faire courte, c'est ça. Donc en fait ce qui change fondamentalement, c'est que t'as pas de mot de passe à générer. Tu rentres pas un mot de passe que la plateforme va stocker pour toi. La plateforme va juste garder ta clé publique quelque part, et toi tu vas juste fournir la preuve que tu es bien la personne qui dit qu'il l'est, sans fournir le moyen à la plateforme de pouvoir réutiliser ça.
Okay, quand tu fournis ton mot de passe, en fait, les plateformes en ligne récupèrent ce mot de passe-là et vérifient que ça correspond à celui que tu avais précédemment rentré, que tu avais stocké. Donc, ils le conservent. Là, en fait, Moi, ils conservent pas forcément le mot de passe. Il est pas stocké en clair. Enfin oui, il est chiffré et il compare bien sûr, au hash. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, pour ils conservent en fait le mot de passe de manière chiffrée. tout à fait, pour les meilleures plateformes qui ont bien implémenté ça. Donc là, tu as même pas ce risque-là qu'ils aient le mot de passe et qu'ils soient ensuite eux responsables de la manière dont ils vont le stocker, quoi. C'est exactement ça. Donc là, c'est déporté, on va dire, sur l'appareil qui fait l'étape d'authentification. Donc tu en es plus près de l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'en fait Microsoft s'intéresse à ça, c'est que ça fait vraiment partie de la plateforme. Donc c'est soit l'application, soit le système d'exploitation qui va gérer ça. Donc il y a un véritable enjeu pour sécuriser la plateforme qui va faire l'authentification. Voilà. Et donc tout ça, c'est encadré dans les standards du web, le fameux W3C qui gère ça, puisqu'en fait le véritable nerf de la guerre derrière ça, c'est l'authentification en ligne. Et du coup, les navigateurs web également. Mais excuse-moi, en fait, je crois que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne concrètement. Moi, je suis un utilisateur, je veux me connecter soit à Windows, soit à un site qui utilise ce standard FIDO2. Qu'est-ce que je dois faire? Juste rentrer. Si j'avais bien suivi, c'est une sorte de système d'authentification double facteur où les deux facteurs ne sont pas un mot de passe. C'est-à-dire qu'on a peut-être un élément biométrique, donc notre visage, notre empreinte digitale, et un authentificateur avec un chiffre qui change en fonction du temps. Donc on utilise les deux et ça va nous identifier, c'est ça? Alors en fait, ce qui change, donc il y a plusieurs choses qui changent. Déjà, il y a un véritable protocole, on va dire, d'authentification qui est mis en place entre l'appareil avec lequel tu vas te connecter et le serveur ou le service sur lequel tu vas te connecter en face. Donc là, déjà, il y a ça. Donc il y a un enjeu de protocole d'échange au niveau de l'authentification. Et après, sur l'appareil ou l'application qui va être utilisée, tu as effectivement tout un enjeu d'authentification. Donc en fait, tu vas contacter sur un service, tu vas lui dire, voilà, sur ce service-là, je dis que je suis tel utilisateur. Ce service-là va dire, OK, très bien. Il va demander à un appareil, fournis-moi la preuve que tu es bien cet utilisateur-là. Et l'appareil va faire la vérification localement. Donc tout ça, c'est standardisé, effectivement, des protocoles, des normes et donc on parle de clés FIDO2, on parle aussi de Web Authn sur la partie web, qui est une implémentation dans le contexte du web. Et donc le navigateur, en l'occurrence, va se charger de vérifier cette authentification et renvoyer en fait à leur service comme quoi, bah oui, c'est bien la personne qui dit qu'elle est. Voilà. Ouais. Donc, localement, en fait, ça va au-delà de juste des clés USB. Hein, ça va potentiellement être plein de facteurs d'authentification physiques différents. Donc, clé USB, ça peut être un appareil mobile, une montre connectée. Ça peut être également un appareil en connecté, en Wi-Fi ou en Bluetooth. Donc, c'est vraiment on a deux facteurs d'authentification, quels qu'ils soient, quoi. Alors, pas forcément, tu peux en avoir qu'un seul. C'est-à-dire que tu peux très bien dire que tu es connecté sur ton PC, à partir du moment où tu accèdes à un service, ce service va demander, prouve que tu es bien cette personne, et à partir du moment où ton navigateur va voir que tu as ta clé USB, par exemple, d'authentification qui est connectée, il va dire, OK, c'est bon. Mais en général, les gens qui implémentent ça décident de rajouter un mot de passe sur le fait qu'on va demander l'ouverture, on va dire, du trousseau de clés, un peu comme on peut avoir sur macOS. Dire, ben voilà, tel site demande l'accès à ta information d'authentification, tu vas dire oui, je l'accepte et éventuellement tu auras un mot de passe à taper ou une empreinte digitale, etc. C'est là qu'intervient le deuxième facteur. Du coup, effectivement, c'est utile pour qu'on ne puisse pas aller par mégarde sur un site qui va... encore qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Ou un site qui prétend être un autre site, peut-être ce genre de choses, et qui va récupérer nos infos. Encore que non, il n'y a pas d'infos à récupérer. Donc. Bon, bref, peut-être qu'il faudra qu'on fasse un épisode un petit peu plus long où on parlera de ça avec précision. Mais en tout cas... ce qui est à retenir, c'est que FIDO2, c'est plus de sécurité et moins de mots de passe à retenir. Voilà. C'est exactement ça. Youpi. Reste à voir l'adoption. C'est-à-dire que j'espère que ça va être adopté parce que ça change quand même beaucoup d'habitude. C'est vrai. Tiens, une autre idée intéressante, celle d'avoir des mises à jour pour nos voitures. Alors, on sait que Tesla met des mises à jour souvent sur son système d'exploitation de ses voitures. Hein.
marrant cette idée de se dire que notre voiture va être mise à jour et nous proposer des fonctionnalités supplémentaires. Il y a notamment le fait que les dernières Tesla, avec la dernière mise à jour pour l'hiver, peuvent accepter une commande qui va préchauffer la voiture, préchauffer les sièges, de manière à ce qu'on soit pas froid, qu'on n'ait pas froid quand on rentre dans la voiture. Moi qui suis au milieu de l'hiver, là, je vous avoue que je serais pas contre ce type de... Tu vois, je lance mon app sur mon téléphone et je dis « Ok, préchauffe la voiture maintenant. » Comme ça, quand je dois emmener le petit à la crèche, ben, on n'est pas frigorifié dans la voiture. C'est pas mal, quoi, cette idée que les voitures, elles aussi... Mais du coup, c'est mis à jour partout, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit mis à jour avec des nouvelles fonctionnalités en permanence? Non, mais beaucoup de choses, plein de choses. Mais en fait, Mon lit, ce que fait Elon... mon frigo, je sais pas. Donnez-nous vous aussi vos idées. Vas-y, pardon, tu allais dire quelque chose. Ouais, la télévision, tu vois tout ce qui est C'est en vrai fait... qu'elles sont pas assez mises à jour, les télés, ouais. Mais oui, parce qu'en fait, le matériel d'affichage en lui-même, il est toujours bon, mais des fois, on a une sorte de désuétude de l'OS. Voilà, mais ce qui est marrant derrière ça, c'est que Elon Musk en fait applique ce qu'on connaît nous dans l'informatique, on va dire, que ce soit le mobile ou le PC, à d'autres marchés. Donc les mises à jour d'appli sur ton mobile, t'en as régulièrement. Maintenant, tu fais quasiment même plus gaffe. Mais là, il applique au domaine de la voiture. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'appliquer ces principes à d'autres domaines. Ouais. Et comme je disais, mon frigo, mise à jour, ça pourrait être... Bon, pour faire quoi, je sais pas, mais mettez tout à jour, tout. Oh, mais il est pas assez intelligent pour être mis à jour. Qu'est-ce que tu vas mettre à jour de ça? Faudrait déjà avoir un frigo intelligent. Bon, alors Apple, visiblement, aurait relancé la production d'iPhone 10, peut-être pour faire face à des ventes un petit peu plus faibles que prévu de leur modèle de cette année. Alors, on ne sait pas quelle en est, c'est une rumeur, hein, mais c'est intéressant de voir que Apple pourrait avoir... s'être planté sur ces estimations, on ne sait pas, peut-être qu'ils font des ajustements, et à vrai dire, comme on le disait la dernière fois, on ne saura jamais, parce qu'ils vont plus parler des chiffres de vente et uniquement du revenu qu'ils génèrent. Samsung serait en train de préparer son Galaxy S10 pour le printemps prochain, et ce Galaxy S10 aurait 6 caméras. Il y aurait plusieurs modèles, mais le modèle le plus haut de gamme aurait 6 caméras, donc 4 derrière, 2 devant, ferait la 5G, aurait un écran de 6,7 pouces. Moi, j'y vois la chasse aux gros clients qu'on évoquait justement avec Apple l'année dernière et cette année. J'ai l'impression qu'ils ont un modèle, le plus gros modèle possible, qui vaut pas forcément le coup au niveau rapport qualité-prix, mais qui est très cher. Et pour ceux qui veulent juste le meilleur, et comme on le disait, ils sont prêts à mettre 900 €. Peut-être qu'ils sont prêts à en mettre 1200, quoi. Ouais, est-ce que c'est juste pour justifier le prix de l'appareil, d'en mettre plus dedans au niveau des specs, alors que justement à l'inverse, on voit d'autres constructeurs qui arrivent à faire des photos merveilleuses avec encore moins de capteurs. C'est vrai. On pense à Google notamment. Il y a une controverse encore qui suit Huawei. Vous savez que la 5G est en train d'être déployée petit à petit dans le monde entier. Et une chose qu'on ne sait pas vraiment, parce que Huawei, on le connaît surtout par leurs appareils grand public, leurs téléphones mobiles, eh bien, ils sont en fait l'un des plus gros équipementiers de réseau du monde, et ils sont en fait quasiment incontournables. Et il y a de grosses questions qui se posent par rapport à leur lien avec le gouvernement chinois. Alors, on l'évoquait en début d'émission, ça vous donnera une idée de ce que fait le gouvernement chinois, mais avec la 5G, étant donné que, en plus de tous les autres problèmes que peuvent poser l'implémentation de matériel qu'on ne maîtrise pas entièrement, et d'ailleurs Huawei a ouvert des laboratoires d'examen où ils montrent leur matériel, leur logiciel aux autorités européennes, et notamment en Angleterre, mais les conclusions des experts étaient que ils n'ont pas assez d'informations malgré tout ça pour juger de la fiabilité de leurs produits. Donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Et en plus, la 5G, étant donné que ça porte moins loin, il va y avoir encore plus d'antennes implémentées partout, ce qui va provoquer les lyres de ceux qui ne veulent pas d'antennes près de chez eux, mais ça c'est encore un autre problème. Et en plus, les États-Unis demandent à leurs collègues, leurs amis, de ne pas utiliser ou d'éviter les équipements Huawei. Là, on commence à arriver à un niveau où on ne sait pas trop, mais les experts nous disent on n'est pas sûr. Et le problème, c'est qu'en fait,
En plus du fait que ça soit un équipementier chinois, la plupart de nos appareils sont construits en Chine, donc à la limite on pourrait dire quelle est la différence. Il y a dans la direction de Huawei des gens qui sont très proches, voire qui faisaient partie de l'appareil militaire chinois. Donc ça, les organismes d'information ont sans doute mené leurs enquêtes et en savent un petit peu plus, mais bref, je sais pas, c'est un petit peu inquiétant effectivement. Bah, il y en a partout des devices Huawei. Des fois, on le sait même pas. C'est peut-être juste une puce qui fait le modem dans ton téléphone. Moi, c'est mon boîtier qui est relié à la fibre à la maison. Ouais, donc il y en a partout, effectivement. Ouais. Il faut bien récupérer des données pour donner des notes après aux concitoyens chinois. C'est sûr, il faut une comparaison qu'on puisse faire. C'est l'IoT, en fait. Tu vois, c'est l'Internet des objets chinois. Il est là. C'est Huawei. Ouais, exactement. Quoi d'autre? Stéphane Richard évoque encore le fait qu'il soit nécessaire de revenir à 3 opérateurs parce que la guerre des prix fait mal aux opérateurs en France. Moi, je dirais tant qu'il y a Free dans le lot, je reste disons peut-être. Et entre parenthèses, Free devrait bientôt annoncer, ça fait des mois et des mois qu'on en parle, mais sa Freebox V7 avec des innovations incroyables. Donc on va voir ce qui va se passer. Elle est trop survendue, ça a trop de hype. Un petit peu, ouais. Ça va être difficile de faire quelque chose qui arrive au niveau de la hype. Quoi d'autre? Il y a des coupons Bitcoin qui sont mis en vente peut-être en 2019 chez les buralistes. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. En fait, c'est un super coup médiatique par une société qui va juste vendre des coupons Bitcoin chez les buralistes et ces coupons pourront être convertis en Bitcoin sur leur site. Je ne sais pas si ça va effectivement s'implémenter. Qui va aller acheter des Bitcoins chez les buralistes? Enfin, on marche sur la tête. Pas. Et c'est un coup médiatique en fait. Il y a plein de grands médias qui ont fait des articles sur Bitcoin bientôt accepté chez les buralistes, machin. Oui, concrètement, enfin techniquement oui, mais surtout que le Bitcoin a encore perdu genre 20% en une semaine. Enfin bon, bref. Une rumeur selon laquelle Facebook censurait le mouvement des Gilets jaunes. Évidemment, il s'agit de quelque chose, d'une théorie du complot qui s'est répandue sur le net très vite, alors qu'il y avait un dysfonctionnement de Facebook au niveau mondial qui a coïncidé avec certaines discussions des Gilets jaunes, mais évidemment, Facebook n'est pas contrôlé par le gouvernement. C'est peut-être un problème, justement. Peut-être qu'il faudrait qu'on contrôle Facebook, mais oui, évidemment, cette théorie était fumeuse. Snap va bientôt créer des nouvelles spectacles. Cette rumeur s'avère exacte. C'est des nouvelles spectacles avec 2 caméras. Vous vous souvenez de ces lunettes de Snapchat? Alors, Snap s'est rebaptisé société de caméras. Donc, ils sont plus juste la société qui fait l'application Snapchat. C'est une société qui fait des caméras. OK? Mais bon, ils vont en produire beaucoup moins, hein, je vous rassure, que pour les premières qui ne sont pas du tout vendues. Quoi d'autre? Allez, 2 sujets et puis on conclut. Je te laisse évoquer l'un des sujets que tu veux sur cette liste. La mairie de Paris va commencer à enlever les trottinettes qui gênent le passage sur les trottoirs. C'est un petit peu le coup de bâton qui tombe. C'est peut-être pas plus mal. Ça encouragera les gens à les poser moins n'importe comment, ou en tout cas les équipementiers à trouver des systèmes pour que ça ne vienne pas gêner la circulation des personnes âgées et des jeunes parents avec leurs poussettes. Et enfin, et pourtant, il y a des grands trottoirs à Paris, hein, mais c'est vrai. Il y a aussi des petits, hein. Mais par contre, en même temps, ils veulent réserver certaines places de parking pour les trottinettes. Alors, ça pose un petit peu de problème à cette idée de free floating où on peut les poser où on veut, mais c'est quand même peut-être une solution pour déporter les trajets en voiture vers les trajets en trottinette. Encore que ça sert pas aux mêmes choses, donc. Bref, c'est toute une discussion dans laquelle je vais pas me lancer. Et puisqu'on parle de voitures, bientôt les services comme Waze et Coyote ne pourront plus dire où on trouve la police, ce qui pour moi est pas plus mal, parce que, évidemment, quand il y a des radars, c'est pour attraper les gens qui ne savent pas qu'il y a des radars. Et je sais qu'il y a des conducteurs qui sont pas contents de ce type de système, mais je suis désolé, si on sait où sont les radars parce qu'ils sont signalés sur votre plan, soit on veut qu'il y ait plus de radars du tout et à ce moment on est d'accord avec ce système, soit on pense que les radars servent à quelque chose et du coup il faut pas qu'ils soient repérables sur les plans en ligne, quoi. Donc il n'y a pas de demi-mesure, je pense.
Bref. Après, t'as un truc pernicieux avec ça, c'est que t'as l'effet de peur et de surprise, et t'as des gens en fait qui pilent devant les radars quand ils les voient au dernier moment. Donc ça, tu peux avoir un effet dangereux quand même derrière. Oui, non, mais enfin, bon. On va pas. Du coup, là aussi, si c'est vraiment un problème, on supprime les radars. Tu vois, c'est pas les signaler où ils sont. Enfin, ou alors on met comment dire, des signalements. Attention, dans 200 mètres, il y a un radar, mais. Enfin bon, disons que pour piler, ça veut dire qu'il faut déjà conduire plus vite que la vitesse autorisée. Donc la solution est peut-être... Tu roules pas assez. Attends, j'ai des radars partout sur ma route. Je peux te dire que les radars à 90, les gens passent devant à maximum 70. Au cas où la marge de sécurité. Ça, c'est un autre problème, oui. Non, mais... Bon, un sujet parmi cette série que j'ai lue qui t'intrigue plus qu'un autre ? Qui m'intrigue, non, qui m'intéresse, les trottinettes, oui, parce que moi je suis usager effectivement de trottinettes électriques pour aller en ville. C'est pas mon moyen de transport principal, mais effectivement j'ai vu exploser en fait l'arrivée des trottinettes. Effectivement, on en parlait il y a 2 semaines, oui. Donc même sur Bordeaux, hein. C'est peut-être à moindre échelle que Paris, mais il y en a pas mal qui sont arrivés. Et pour en discuter avec des gens qui sont en ville, ils ont effectivement eux ressenti les problématiques de circulation plus que de stationnement, parce qu'il n'y avait pas encore une flotte assez grande. Mais effectivement, oui, il y a ou rouler avec une trottinette, oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ou rouler, faire attention aux trottoirs, aux pistes cyclables, etc. Donc pour moi, c'est un enjeu de modernisation. Mais vous en avez parlé, je crois, de tout ce qui est mobilité urbaine, ouais. bien plus que juste cet effet de news on les enlève. Donc il y a effectivement là aussi du progrès et de l'amélioration à faire sur l'aménagement urbain. Ouais, on est d'accord. Bon, et ça va être tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Je voudrais te remercier très chaleureusement de t'être joint à moi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver plus de Christophe Kamikas sur l'internet ? Alors, plus de moi, ça va être principalement sur Twitter, donc Chris Kamikas sur Twitter. Et après, vous pouvez me retrouver chez Studio Renegade dans 2 émissions, principalement Beats qui décortique un petit peu l'actu tech également tous les mercredis soirs à partir de 20h. D'ailleurs, en live sur Studio Renegade sur Twitch. D'ailleurs, après-demain, là, on va faire un épisode un petit peu spécial sur mercredi soir, donc sur HoloLens en fait, et les applications dans le monde professionnel, on va dire, de la réalité virtuelle et de la réalité mixte, ça je t'appelle comme ça. Voilà, et une fois par mois, une fois par mois dans Retro Gaming Bros, où on parle de rétro gaming avec mon pote Charlie. Voilà. Super. Merci beaucoup Christophe. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et Facebook et Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver donc sous le nom de NotePatrick. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur FrenchSpin.fr, où vous pouvez donc venir commenter sur cet épisode et ses perspective Black Mirror, cyberpunk, orwellienne. D'ailleurs, j'ai trouvé une image d'illustration très cyberpunk, je crois que ça vient de Chine, j'espère, avec des néons partout. C'est très cyberpunk, c'est très Black Mirror, j'aime beaucoup pour l'épisode. Donc, vous pouvez voir ça sur frenchspin.fr avec l'autre podcast principal que je fais qui est le rendez-vous jeu, et on arrive à la fin de l'année avec nos émissions de jeux de l'année. Donc si vous voulez suivre ces discussions-là, n'hésitez pas à aller vous abonner au rendez-vous jeu en plus du rendez-vous tech. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Je vous ai déjà fait de laïus, vous choisissez absolument tout, vous contrôlez absolument tout, donc c'est le meilleur business model qui soit. Si vous ne voulez pas contribuer à ce business model, je ne sais pas quel business model vous plaît, finalement. Donc voilà, si vous pensez que c'est une bonne émission et une bonne manière de la monétiser, réfléchissez-y, pensez-y, peut-être allez faire un tour sur patreon.com/rdvtech, juste pour voir de quoi il s'agit et les récompenses que vous pouvez avoir, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie de votre fidélité et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous!